Bonjour à tous. Depuis que l'homme est doué de raison, il cherche à s'informer. De nos jours, avec les événements, c'est devenu un besoin vital, un processus essentiel. Cela nous permet de rester au contact de la réalité, des événements sociaux, économiques et politiques. Les raisons de notre soif d'information peuvent être multiples. Appréhender le monde qui nous entoure, évaluer les enjeux, les causes d'une situation par rapport à notre sensibilité et notre subjectivité. S'informer pendant cette période de conflit, c'est aussi prendre des décisions sur sa sécurité personnelle ou communautaire, les déplacements, ou même revoir et clarifier les choix politiques. Les médias jouent un rôle crucial en permettant la diffusion d'informations que l'on voudrait objectives, vérifiées et équilibrées. Mais un média peut aussi avoir une orientation éditoriale influencée par une subjectivité, des intérêts économiques ou des orientations politiques. Israël, Hamas, Palestiniens, Moyen-Orient, le traitement de l'information par les médias en France est-il impartial, objectif ? Pour répondre à ces questions, Gilles Taïeb, vice-président du CRIF et vice-président du FSJU, est mon invité. Gilles Taïeb, en direct de Paris, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors nous avons tous entendu parler du CRIF, surtout depuis le 7 octobre. Pour rappel, Gilles Taïeb, pour ceux qui ignorent, c'est quoi le CRIF ? Le Conseil représentatif des institutions juives de France, c'est-à-dire c'est un organisme qui représente un ensemble d'associations et d'institutions de la communauté juive dans toute leur diversité. Ce sont pratiquement plus de 120 organisations qui appartiennent au CRIF et qui sont membres du CRIF. Et c'est la voix politique de la communauté. Donc ce n'est pas une association qui a des membres en tant que membres par entière. Ce sont les institutions et les organisations qui en sont membres. Donc une représentativité qui parfois est remise en cause, mais une représentativité en tout cas très forte, puisque lorsqu'on analyse les 120 organisations qui appartiennent au CRIF, ça représente plusieurs centaines de milliers de militants, d'actifs, de membres des associations qui ont adhéré à cette idée que notre communauté puisse être organisée en une voie politique, une voie religieuse et une voie sociale. Ce sont les trois institutions de notre communauté. Alors quelles sont les missions principales du CRIF, de cette organisation ? La mission principale, c'est d'abord de défendre les intérêts de la communauté juive en France, d'être à l'écoute de ces problèmes, de ces problématiques, de pouvoir avoir des interlocuteurs au niveau politique, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'organe politique, donc c'est essayer de transférer, de transmettre et de défendre la cause des citoyens juifs de France, parce que je tiens au mot citoyen. Citoyens français, juifs, il y en a qui disent, moi je dis citoyens juifs de France parce que ça n'est pas interdit de le dire dans ce sens aussi. Et c'est aussi la lutte contre l'antisémitisme. C'est aussi évidemment le soutien à l'État d'Israël. J'ai bien précisé, c'est à l'État d'Israël que nous sommes attachés, à son existence, à sa pérennité, à le soutenir dans tous les combats qu'il mène. Quel que soit le gouvernement ? Non, nous ne sommes pas attachés à un gouvernement israélien. Nous ne mêlons pas de politique israélienne. Nous avons les uns et les autres des différences de pensée, nous avons des différences d'approche par rapport à tel ou tel gouvernement israélien, par rapport aux conséquences de leur prise de décision. Mais nous essayons d'être... en réalité, nous sommes une organisation qui aujourd'hui, avec un mot qui semble pour beaucoup une insulte, nous sommes une organisation sioniste. Et sioniste, ça veut dire le désir du peuple juif à avoir une terre. Eh bien, nous le revendiquons totalement. Nous défendons l'idée que le peuple juif a le droit d'avoir sa terre, qu'il a le droit de se défendre, qu'il a le droit de préparer l'avenir pour ses enfants, et évidemment qu'il reste un État démocratique, puisque nous n'avons pas de leçons à lui donner. Vous savez, quand on voit ce qui se passe depuis tant d'années en Israël, on sait que les Israéliens n'ont pas besoin de nous pour se critiquer, pour s'aimer, et aussi pour des moments pour se défendre et être unis. Alors on a tous vu ces images des campus américains où la fureur des colonialistes, l'idéologie du wokisme et antisémite sévit. On a tous vu ces trois présidentes de prestigieuses universités mises en difficulté pour répondre à l'antisémitisme qui se propage envers les étudiants juifs. En France,
on n'en est pas moins loti. Le Figaro du 18 novembre notait qu'à la fac de Nanterre, l'antisémitisme prospère. On y voit des morts aux juifs, des tags, des menaces. Des réunions pro-Palestine sont tenues par des militants d'extrême gauche qui font régner un climat toujours plus hostile. Dans une enquête de l'IFOP commandée par l'UEJF et publiée dans Le Parisien, fin septembre dernier, 91% des étudiants juifs de France disaient avoir été victimes d'un acte antisémite au cours de leur scolarité et craignaient les actes de violence de l'extrême gauche comme de l'extrême droite. Actes constants, voire même en progression. Alors, Gilles Taïeb, où est le CRIF en faculté? Et qu'est-ce que peut faire le CRIF dans ce cas? Bien, déjà, vous avez décrit l'action et le sondage qui a été lancé par l'UEJF. L'UEJF est membre à part entière du CRIF, donc il a notre total soutien dans toutes les actions qu'il mène. Justement, le CRIF, son objectif et son objet, ce n'est pas d'être le seul à prendre la parole. C'est aussi d'aider les uns et les autres dans le milieu dans lequel ils se trouvent à exprimer la voix juive et à être défendus. Nous les défendons de façon politique, nous les défendons aussi lorsqu'il le faut devant la loi, puisqu'il faut aussi rappeler la loi que l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé aussi dans votre question, nous sommes tous dans le monde victimes de ce nouveau danger qu'est le wokisme. Aux États-Unis, on le voit, en France, on le voit. On a toujours, évidemment, comme vous l'avez dit, le danger de cette extrême droite traditionnelle qui n'a pas encore abandonné pour beaucoup ses vieux principes. Mais malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, l'extrême gauche a rejoint le camp des populistes, a rejoint le camp des antisémites. J'ose le dire, aujourd'hui, Mélenchon et LFI sont des antisémites, puisque par leur prise de position, par leur manque de courage, par leur soumission à une idéologie aujourd'hui qui met en danger le monde, eh bien, participe de l'antisémitisme. Et lorsqu'il y a des manifestations dans les universités, lorsqu'il y a des collages, lorsqu'il y a des meetings, comme vous l'avez rappelé, dans les universités françaises, ils sont toujours soutenus par l'extrême gauche française, cette extrême gauche qui aujourd'hui est devenue, par ses prises de position, non seulement l'ennemi des Juifs, l'ennemi d'Israël, mais elle est aussi un ennemi de notre République et de ses valeurs. Alors c'est très important, nous devons le rappeler, le dire sans cesse, nous n'aimons ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche, ça c'est fondamental de le rappeler, mais aujourd'hui, je pense que le véritable danger, le grand danger de notre société d'aujourd'hui, c'est la prise en force et la prise de place tant dans les universités que dans le monde des journalistes, comme dans le monde des étudiants, et bien de cet antisémitisme qui est alimenté par l'antisémitisme, par l'antisionisme, qui est alimenté par les soutiens aux pro-palestiniens. N'oublions pas que beaucoup d'entre eux soutiennent aujourd'hui pas la cause palestinienne. Ils l'auraient fait depuis longtemps, c'est pas nouveau que des gens soutiennent la cause palestinienne. Non, ils défendent aujourd'hui des organisations telles que le Hamas, qui sont des organisations terroristes, des organisations qui veulent terroriser le monde, qui veulent mettre le monde libre à genoux, et nous sommes tous étonnés de voir combien beaucoup d'intellectuels de cette extrême gauche aujourd'hui, ou bien pseudo-intellectuels en tout cas, se font les échos de ce danger qui finira par les brûler aussi. Mais nous sommes, comme on l'a dit toujours, nous sommes un baromètre d'une situation. Lorsqu'on s'attaque aux Juifs, on s'attaque à la France, c'est ce que l'on nous dit partout. Je suis inquiet de ce qui se passe aux États-Unis, effectivement, puisque que ce soit les 3 grandes universités qui prennent ces positions et qui déclarent que de faire l'apologie du génocide n'est pas quelque chose de grave et qu'il faut surtout voir le contexte. Moi, ça m'inquiète parce que ce sont les futurs dirigeants de la société américaine, et cette société américaine est en danger, comme en nos universités françaises, lorsqu'on voit à Sciences Po, à Tolbiac, on voit cette idéologie progresser. Elle met en danger la communauté juive, évidemment, mais elle met en danger la France. Alors, puisque vous parlez de journalisme, on va parler des médias. En France, le traitement médiatique de la guerre entre le Hamas et Israël est-il équilibré ? Certains se posent la question au sein même de leur rédaction, comme France Info, qui a instauré une cellule vrai ou faux pour le 19-20. Sur d'autres médias, on est passé de favorable à Israël, dans les premiers jours, qui ont suivi le 7 octobre, à défavorable
au fil des jours, face aux images de Gaza, alors que la riposte d'Israël est tout à fait légitime et conformément au droit international. Alors, le CRIF, est-ce qu'il a remarqué ce glissement? Et est-ce que ce glissement ne va pas partir vers la propagande? On peut en tout cas constater que le traitement après le massacre du 7 octobre, rappelons-le, ce massacre perpétré par les terroristes, les criminels de Hamas, qui a, rappelons-le, tué, assassiné, violé, découpé en morceaux de 1400 personnes qui vivaient tranquillement un samedi tranquille de Simchat Torah, et ou qui avaient choisi de faire la fête pour la paix. Rappelons-le, c'était une fête pour la paix que ces jeunes faisaient, et qui a enlevé aussi 240 otages, depuis un bébé de 9 mois jusqu'à des personnes, des rescapés de la Shoah et des personnes âgées. Eh bien, depuis ce moment, au début, effectivement, nous avons eu un vent de sympathie. Parce que l'horreur était telle que beaucoup ont pris ça en pleine face et ne pouvaient pas s'imaginer qu'au de nos jours, on puisse continuer et revoir des images aussi horribles. Les médias, pour beaucoup, se sont bien comportés pendant un moment. D'autres ont continué à bien se comporter. Je saluer le travail que nous avons dans nos contacts avec, que ce soit BFM, que ce soit CNews, des chaînes d'infos qui font leur travail, comme LCI, sur certains créneaux horaires, où les gens continuent quand même à vouloir informer véritablement de ce qui se passe. Mais il y en a d'autres, ça rejoint un peu la question que vous aviez posée tout à l'heure, ceux qui sont issus de cette nouvelle école de journalisme, ceux qui sont aujourd'hui plus des journalistes avec une idéologie que des journalistes qui font de l'investigation et qui rapportent des faits, eh bien eux se laissent aller d'abord à ne pas, prenons l'AFP qui refuse d'utiliser le mot terroriste, prenons France Info, France Info TV, j'ai vu cette semaine ce fameux vrai ou faux, c'est pas une émission d'information, c'était un démontage de tout ce que disait Israël au profit d'une propagande pro-palestinienne, et c'était qui se sont mis au service de cette cause palestinienne. On doit le savoir, dans le service public, beaucoup ont baissé les bras, beaucoup se sont rendus. Gilles, moi je me demande si c'est pas une méconnaissance des causes du conflit ou un manque de culture des journalistes. Nous ne sommes plus dans l'école des journalistes d'antan. Des journalistes d'antan allaient sur le terrain, ils faisaient des reportages, ils se renseignaient, et de là sortait un documentaire ou une prise de parole. Aujourd'hui, le drame, c'est qu'il y a effectivement le drame et en même temps l'avantage. Le 24 heures sur 24 de l'info, ce sont des gens qui ont besoin toutes les minutes de nous sortir quelque chose. Donc, ils ne cherchent pas. Ils encaissent, ils avalent et ils diffusent ce qu'ils ont envie. Pour beaucoup, France Info, en l'occurrence, France Inter et toutes ces chaînes d'infos et de radio ont des correspondants. Mais comme par hasard, ils ont des correspondants sur place qui sont en réalité des militants palestiniens qui leur transfèrent les images qu'ils ont envie avec les commentaires qu'ils ont envie. Eux ne cherchent pas à les vérifier, ils les prennent tels que et les renvoient sur les ondes. Mais le danger, c'est pas qu'ils ne fassent mal leur travail, qu'ils le fassent mal, si tout le monde était conscient qu'ils le faisaient mal, mais c'est que derrière, ils alimentent l'antisémitisme, ils alimentent la haine du juif, ils font monter la terreur, et puis ils oublient un élément essentiel aujourd'hui, c'est que on a le droit, encore une fois je le dis, on a le droit de demander et de faire en sorte de vouloir que les Palestiniens puissent avoir un État si après les pourparlers, les choses se désignent par là. Mais pour cela, il faut avoir un interlocuteur. Et aujourd'hui, ces mouvements d'extrême gauche et ces mouvements de gauche et ces wokistes que sont les journalistes d'aujourd'hui, ont un peu oublié quelque chose. C'est qu'ils ne soutiennent pas un mouvement de libération pour une Palestine démocratique et laïque. C'est de notre temps, ça, Alexandre, quand on écoutait ces revendications. Mais où est la démocratie, laïcité? Ils soutiennent des terroristes islamistes qui veulent, au nom de Allah, en criant Allah Akbar, ils veulent tuer des juifs, ils veulent tuer des mécréants, ils veulent tuer des musulmans aussi, qui ne cèdent pas à leur propagande. Donc, l'avenir n'est pas de voir le grand jour, non, c'est de voir le grand noir.
le noir, de l'ombre, de l'obscurantisme qui va nous faire replonger, comme l'a fait l'Iran et comme le font certains pays, dans un obscurantisme qui met en danger toute la société. Donc encore une fois, nous sommes devant, nous devons être fiers de ce que nous défendons, parce que nous sommes des citoyens parfaits, je le pense, et que nous sommes au service de nos valeurs, et qu'il faut réveiller le peuple. Et peut-être que le peuple, à travers les chaînes comme LCI, CNews, ce sentiment en tout cas d'information et ce sentiment qui commence à se développer dans la société française, ce n'est pas que simplement par amour ou compassion pour le peuple juif. Non, c'est parce que certains ont compris que les prochains, c'est eux. Il y en a qui ont un petit peu plus de culture que d'autres, hein, sûrement. Avec Yonatan Arfi, Gilles Taïeb, vous êtes invité sur de nombreux plateaux de radio et de télévision. On va continuer dans ce sens-là. Est-ce que vous avez senti une différence, une évolution dans la formulation ou dans la manière de poser des questions et surtout d'écouter vos réponses? Comme je le disais, il y a eu au départ, on peut le dire, pendant pratiquement les 3 premières semaines, des invitations dans lesquelles on sentait quand même ce traumatisme qu'a vécu Israël, ce drame. Et pour certaines, les choses ont un peu changé. Mais je me souviens que dans la première semaine, quand j'ai été invité sur le plateau de France Info TV, la journaliste qui m'a reçu avait très vite tourné la page de la journée du 7 octobre. Elle était tout de suite passée au 9 et elle me parlait uniquement des bombardements démesurés pour elle d'Israël pour défendre son peuple et pour ce qu'aurait fait n'importe quel pays du monde. Et quand je lui disais, quand on leur dit qu'est-ce que vous auriez fait si c'était, proportion gardée, 14 000 Français qui étaient morts, si c'est 80 000 missiles qui tombent sur votre tête, si ce sont 2400 otages, est-ce que vous auriez accepté de baisser les bras? Elle botte en touche. Elle continue avec son idéologie parce ils sont formatés, ces gens-là. Donc, avec le temps, on continue. Nous, notre travail, c'est d'aller répéter sans cesse et de faire de la genèse. Pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Tout a commencé le 7 octobre. Le 6 octobre, pour qu'il y ait un cessez-le-feu, il aurait fallu que le 6 octobre, il y ait eu le feu. Non, le 6 octobre, tout allait bien. Le 7 octobre, ils ont mis le feu, Israël se défend, et Israël est dans son droit de se défendre, il faut continuer à dire. Nous continuerons à le répéter, le dire, et le dire sans honte, parce qu'il n'y a pas une armée au monde qui se conduit comme Israël se défend. Quand Israël le fait en prévenant la population, en essayant de garder, parce qu'évidemment, chaque vie humaine est importante pour nous. Personne ne se réjouit de voir un enfant palestinien ou une maman ou une dame ou un homme, un civil mourir. Mais comment faire quand on sait que les terroristes palestiniens sont dans des tunnels pour se protéger eux et laissent la population prendre les tirs au-dessus d'elle? Nous sommes face à des gens qui sont des criminels par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à ce qu'ils font, et aussi par rapport à ce qu'ils font à leur peuple qu'ils ont endoctriné. Et pour lequel il va falloir beaucoup de temps avant que les langues se délient, et surtout avant qu'elles prennent peut-être conscience qu'il faut tourner la page. Israël va continuer à exister, le peuple juif va continuer à exister, comme en période de Hanouka, eh bien, va continuer à exister. Alors il faut qu'ils s'habituent à cette idée-là, et qu'ils prennent plutôt le chemin de se dire qu'il faut faire peut-être de ce Gaza et du territoire de l'autorité palestinienne un Singapour plutôt qu'un champ de mines et dans lequel les criminels et les assassins vont continuer à perpétrer leurs œuvres. Le 29 octobre dernier, le CRIF présentait les résultats d'une enquête réalisée par l'IFOP sur le regard que portent les Français sur Israël et le conflit israélo-palestinien après les attaques terroristes du 7 octobre. Alors, Gilles Taïeb, est-ce que vous avez ce sondage? Vous pouvez me le commenter? Alors, je n'ai pas les chiffres devant moi. Alors, je vous les donne. 65% adhèrent à l'objectif d'Israël d'élimination du Hamas. Oui, écoutez, on a été, on va le dire, plutôt surpris par ce sondage, agréablement même surpris, puisque la majorité des Français aujourd'hui comprennent le danger et l'action d'Israël face au Hamas. Mais je pense que c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que ceux qui répondent aujourd'hui à ce sondage, ce sont des citoyens français qui ont vu Samuel Paty être décapité, qui voient les atteintes à la liberté dans notre pays, qui voient combien dans les écoles, combien dans notre vie quotidienne aujourd'hui, l'intégrisme islamique
veut prendre le dessus sur la République, bien ces gens-là se disent on ne peut pas continuer à faire comme si il y avait d'un côté ce qui se passe en Israël avec le Hamas et de l'autre côté ce qui se passe chez nous qui viendrait comme ça du Saint-Esprit. Non, le rapport est aujourd'hui de s'inscrire et aujourd'hui les gens sont inquiets. Alors on nous dit la communauté est inquiète, oui, on est inquiet toujours d'avoir des menaces antisémites. Mais je pense que la population française est inquiète parce peut-être elle a perdu la maîtrise de son peuple, la maîtrise de son territoire, et qu'elle doit se réveiller, et que nous allons tout faire en tout cas pour lui dire et l'aider à se réveiller. Alors la dernière information que j'ai par rapport à ce sondage, c'est que 18% approuvent l'attitude et les prises d'opposition de Jean-Luc Mélenchon. Par contre, si on regarde les choses d'une manière vraiment optimiste, 82% les condamnent automatiquement. Bien sûr, on est très heureux de savoir que 82% les condamnent. Mais on est inquiet de voir les 18%, parce que ces 18% sont ceux qui, aujourd'hui, continuent à diffuser cette haine du juif, continuent à diffuser cette haine de notre République française, continuent à faire en sorte que ce sont à cause des idéologies, des prises de position inconsidérées, totalement hors normes de Jean-Luc Mélenchon et de LFI, puisque ce sont eux les principaux ennemis aujourd'hui de notre République, ce sont nos ennemis. Ils sont les ennemis des Juifs, ils sont les ennemis d'Israël et ils sont les ennemis de la France. Eh bien, à cause d'eux, la France va aller de plus en plus mal. Et ce sont des gens qui ont perdu toute idéologie. Jean-Luc Mélenchon, qui aurait pu imaginer qu'avec son parcours, il puisse aujourd'hui être un défenseur de ceux qui a Allahu Akbar. Que voulez-vous? La vieillesse est peut-être un naufrage, mais en tout cas, lui, ça fait longtemps qu'il a coulé. L'antisémitisme est un fléau qui gagne du terrain et qui nous inquiète autant que les autorités. On entend l'ancien Premier ministre Manuel Valls se défendre sur tous les médias Israël et la communauté juive. D'autres personnalités comme David Lisnard, le maire de Cannes, l'écrivaine Rachel Kahn, le journaliste Mohamed Sifawi souscrivent au slogan hashtag Je suis juif. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a de son côté préféré l'expression hashtag Je suis français. Gilles Taïeb, un commentaire dans ce choix. Est-ce que ce serait pas un manque de courage? Écoutez, c'est d'abord de la part de tous ceux que vous avez cités, que ce soit Manuel Valls évidemment, que ce soit nous, que ce soit tous ceux qui ont pris ces positions, ou Sifawi, ils disent ils sont juifs. Mais vous savez, aujourd'hui, le fait de dire je suis juif, ça les oblige à avoir des gardes du corps. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en place. Ils sont menacés systématiquement et ils sont obligés d'être protégés parce que ils ont ce courage. Bruno Le Maire dit je suis français. Ben moi aussi, je suis français. Je suis juif, mais je suis français de la France qu'on m'a enseigné, dans lequel j'ai grandi, dans l'école publique de la République, dans l'école publique de notre pays, avec nos valeurs républicaines. Et elles n'ont rien d'incompatible avec le fait d'être juif. Et donc peut-être qu'il aurait dû dire je suis français, je suis juif, et comme l'a dit un jour Golda Meir à Henry Kissinger, qui lui disait qu'il était américain et juif, il lui dit ça tombe bien parce que nous on lit dans l'autre sens. Donc voilà, on aurait dit on est français, on est juif, ça se lit en hébreu, je suis juif, je suis français, et les deux ne sont pas incompatibles et on en est très fiers. Dimanche 19 novembre, le CRIF tenait sa 13e convention nationale. Yonatan Arfi, le président, a affirmé « Nous sommes entrés dans un temps de combat face à l'antisémitisme en France, nourri par la haine d'Israël, l'islamisme et le complotisme. Nous appelons à la fermeté républicaine. » Gilles Taïeb, vous pouvez me traduire ces paroles que j'ai mis entre guillemets martiales? Et puis, sous question, comment vous voyez le rôle de l'État dans ce combat? Écoutez, d'abord, je pense que Yonatan a exprimé un sentiment fort de notre communauté. Le rôle du CRIF, c'est aussi de représenter la communauté, c'est aussi de transférer et de transmettre ses inquiétudes et ses combats. Donc, en prenant ces positions-là, il alerte, il prend courageusement une position. Il y a, vous savez, on a toujours dit, il y a des juifs de cour. Et il y a des juifs qui se battent. C'était notre grand combat pendant de nombreuses années. Ben, je pense qu'aujourd'hui, avec Yonatan, avec des gens comme moi et comme d'autres dans notre communauté, nous n'avons aucun complexe.
nous sommes fiers d'être français parce que nous défendons notre patrie et notre pays, mais nous avons aussi cet amour pour Israël pour lequel nous devons être fiers et défendre les deux. Donc dire qu'il y a un antisémitisme qui monte aujourd'hui, c'est sonner une alarme, une alerte à nos concitoyens français. Quand on parle sur LCI, quand on parle sur CNews ou sur les médias, évidemment, ça fait plaisir à notre communauté. Et on en est très fiers de pouvoir recevoir de chez elle un retour qui lui dit « Vous nous représentez, on est heureux de vous entendre parler comme ça. » Mais nous, on s'adresse aussi à la population française. Et notre but, c'est de leur dire « Réveillez-vous demain. » Comme on dit, vous savez, les Palestiniens et les terroristes disent « Après le samedi, il y a le dimanche. » C'est-à-dire après les Juifs, il y aura les autres. Alors on essaye de les réveiller et de leur dire que nous sommes ensemble. Donc notre travail, c'est de continuer à faire ça. Le président de la République a reçu le 7 décembre, le premier soir de Hanouka, le prix Lord Jacobowitz. La cérémonie se passait à l'Élysée. Le grand rabbin de France, Raïm Korsi, en a profité pour procéder à l'allumage de la première bougie de Hanouka en présence du président Emmanuel Macron. C'est un geste qui a fait polémique, les oppositions dénonçant le non-respect de la laïcité. Gilles Taïeb, votre analyse de la situation, sans que ça se termine par un conflit consistoire-CRIF, bien sûr. Hein. Écoutez, moi je me suis exprimé, j'ai fait un tweet le lendemain même de cet événement. Tout à fait pour une raison toute simple. C'est que d'abord, je pensais que le moment n'était pas le bienvenu, quoi qu'il arrive, pour faire la remise de ce prix de lutte contre l'antisémitisme. Je n'ai aucun doute sur la sincérité du président de la République que je connais, quant à son attachement à la lutte contre l'antisémitisme et aussi à la sécurité d'Israël. Je n'en ai aucun doute. Mais il est le président de français et il a un Quai d'Orsay, il a des conseillers qui parfois doivent se... Donc moi, l'idée de remettre le prix, je le disais, ça aurait été bien d'être décalé un peu dans le temps, d'autant que quelques temps avant, il y a eu cette manifestation à laquelle il n'a pas participé. Ça avait l'air d'être un lot ou bien une opération rattrapage. Bon, donc ça, c'était déjà la première chose avec laquelle je n'étais pas tout à fait en accord, mais si ça devait se faire, ça se faisait. Par contre, l'allumage de bougies, il y a quand même surpris le président aussi. Moi, j'ai dit que c'était une erreur. Je pense que l'Élysée n'est pas un lieu pour faire un allumage de bougies. On a des occasions de le faire dans toutes les rues de France et de Navarre, avec des ménorotes qu'on allume partout, des rassemblements publics. L'espace public est l'espace de tout le monde et on y a le droit d'exprimer notre foi et notre envie et de faire justement rayonner cette lumière et le symbole qu'elle représente. Mais à l'Élysée, au moment où la laïcité est remise en cause, au moment où il y a ce combat face à l'islamisme qui monte, c'était à mon avis une erreur, c'était un faux pas, et dommage. Et quoi qu'il arrive, vous avez bien vu que sur les médias, personne n'a parlé du prix. Hein. Tout le monde a oublié le prix, on a vu que l'allumage des bougies. Exactement. Donc ça prouve bien que ça dérangeait en tout cas. Le RN a entamé depuis de nombreuses années une stratégie en cherchant à accroître sa respectabilité politique. Alors une question se pose. L'attrait d'un vote en faveur du RN ou de reconquête pour la communauté juive existe-t-il? Qu'en sera-t-il demain, puisqu'on a vu depuis le 7 octobre le RN prendre des positions en soutien à Israël et en faveur de la communauté juive, ne serait-ce que par sa participation, j'ai mis entre guillemets, controversée à la marche contre l'antisémitisme. Alors, même s'il nous est difficile de quantifier l'attrait pour le RN et Reconquête, il serait quand même irrationnel de l'écarter. Alors, Gilles Taïeb, comment le CRIF analyse-t-il cette inclination et pourriez-vous nous rappeler la position du CRIF par rapport à ces deux partis? Alors, je vais commencer par là, évidemment. Le CRIF a pour principe de rejeter les extrêmes. Donc, depuis toujours, et c'est sans interruption, on n'avait aucun contact avec le Front National, compte tenu de ses positions xénophobes, de ses propositions
pour le moment assis, et surtout compte tenu de ces racines qui font que le Front National, avec Jean-Marie Le Pen et avec tous ceux qui l'entouraient, était le réceptacle de tout l'antisémitisme traditionnel d'une extrême droite française. Après est apparu LFI. LFI avec son extrémisme qu'on a décrit tout à l'heure, et qui est aujourd'hui un parti qui est un ennemi véritable, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la France, de nos valeurs, et puis aujourd'hui un vecteur de l'antisémitisme moderne à travers son antisionisme viscéral. Donc c'était, jusque-là, ni Front National, ni LFI. Mais à la manifestation qui s'est faite à Paris contre l'antisémitisme, on était très heureux les uns et les autres de voir que c'était la France qui a appelé à la manifestation en ayant à la tête de ce cortège le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat et la première ministre de notre État et de nombreuses personnalités politiques. Ça montrait que c'était la France qui était mobilisée, donc ça ne devenait pas encore une fois des Juifs qui organisaient une manifestation contre l'antisémitisme. C'était la France qui se réveillait face à ce moment. Et les 200 ou 250 000 personnes qui étaient dans la rue étaient des Français de toute origine, des gens qui avaient envie simplement au nom des valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité, bien avaient envie de dire non à l'antisémitisme et à ceux qui s'est brûlé. La rue est un espace public. Donc je pensais, et je pense toujours, on n'aurait pas dû dire que nous ne voulons pas que le Rassemblement national soit là. Tout simplement pourquoi ? Parce que on n'est pas obligé de défiler à côté de lui, mais s'il décide d'être dans la rue, il a sa place comme tout citoyen français qui veut défiler. Ceux qui ne sont pas venus pour d'autres causes, c'est le LFI. LFI n'est pas venu parce que eux ont imaginé tout de suite qu'en venant manifester contre l'antisémitisme, on manifestait pour Israël et contre les musulmans de France. Et ça, c'est vraiment prendre les musulmans de France pour des gens dédoués de toute intelligence. Et je pense qu'il faudra qu'un jour, LFI et surtout les musulmans s'expriment en faisant comprendre à LFI qu'ils ne les représentent pas. Il va falloir qu'ils le disent. Parce que LFI continue à être le porte-parole de cet électorat auquel il fait les yeux doux. Maintenant, comme vous l'avez dit, que se passe-t-il dans la communauté ? La communauté juive, et j'ai pour principe de dire que c'est psychanalytique, les juifs aiment qu'on les aime. Et dès qu'on leur dit qu'on est à côté d'eux et qu'on pense à eux et qu'on les comprend, dans un climat qui est la haine antisémite, l'augmentation des actes antisémites, eh bien, on écoute ça d'une manière différente, avec l'envie d'y croire. Alors, encore une fois, Bardella n'est pas Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen n'est pas son père. Je pense qu'il y a des déclarations dans ceux du Rassemblement national qui sont des déclarations, en tout cas, que l'on écoute avec bonheur dans le contexte actuel. Mais je n'oublie pas aussi que la base de ce mouvement, que dans ces organes de diffusion, dans ces organes de communication, il y a les vieux antisémites. Et qu'on les voit s'exprimer de façon régulière à travers des prises de position, à travers des actions, à travers aussi des torchons comme Rivarol, qui fait la promotion non seulement d'Alain Soral, mais aussi aujourd'hui de Mélenchon. Donc voilà, c'est cette position-là qui est compliquée à défendre. Il faut expliquer à la communauté juive quels sont les dangers. Les dangers, ce ne sont pas... Moi, aujourd'hui, je ne dirais plus, et je ne dirais pas, Bardella est un antisémite. Je ne dirais pas, Marine Le Pen est une antisémite. C'est pas le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est le problème, c'est d'expliquer à la communauté que dans les principes défendus par le Rassemblement national, il y a la remise en question de l'abattage rituel, donc difficulté de vivre la cache-route. Il y a la remise en question de la circoncision. Donc il y a des principes juifs qui peuvent être remis en question, mais de travailler uniquement sur l'idée ils sont antisémites, ils sont ou ils sont pas, les choses ont changé. J'espère qu'elles évolueront encore. Mais pour l'instant, il faut être prudent. Il faut continuer à regarder d'une manière totalement indépendante et surtout dégagée les prises de position des uns des autres.
savoir les saluer quand elles sont prises, savoir rester de côté en tout cas, et ne pas, en tout cas, adhérer, ne pas être une caution demain à ce qui pourrait être un danger pour nous. Nous aurions pu parler des tweets de Mélenchon, savoir si ceux-ci participent à l'information ou à la désinformation, confronter les chiffres de l'ONU et du Hamas avec la réalité, vous sonder pour savoir si vous estimez, comme pour 45% des Français, que le Rassemblement national n'est plus un danger pour la démocratie et si Marine Le Pen est crédible pour le CRIF. Mais le temps imparti à l'émission touche à sa fin et ces thèmes feront l'objet sûrement plus tard d'un autre entretien. Merci Gilles Taïeb, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et à bientôt. Merci Alexandre, et c'est un grand plaisir de vous retrouver et puis de prendre rendez-vous pour une autre émission. Absolument. Merci Gilles Taïeb encore. Bonne fête à tous.